Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode en collaboration puisque je reçois Gwen, une praticienne qui intervient sur mon cheval pour une conversation. C'est une conversation que moi j'ai adoré enregistrer. Par contre, il faut que je te prévienne que cette conversation a été enregistrée en live, en direct, dans une même pièce et que je n'étais à l'époque pas hyper équipée d'un point de vue micro. Donc, la qualité du son n'est pas toujours nickel. J'espère que ça n'affectera pas la compréhension de cet épisode pour toi et que tu passeras un bon moment quand même. On se retrouve en fin d'épisode pour conclure. À tout à l'heure. Bonjour Gwen. Bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un épisode un peu spécial, je pense. Je prédis l'avenir peut-être, mais on se retrouve du coup avec Gwen, qui est une des praticiennes qui intervient sur mon cheval. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés au départ. Et je vous dis que ça va sûrement être un peu spécial parce que Gwen est une personne avec laquelle on peut partir loin et longtemps. Donc, je vous emmène ici dans une conversation que j'espère pas trop longue, mais dont je suis sûre qu'elle va être hyper intéressante. Parce qu'on part souvent dans des sujets divers et variés au sujet du cheval, mais c'est toujours hyper intéressant, pour moi en tout cas, donc je pense que ça le sera pour vous. Voilà, donc qui est Gwen ? Elle est praticienne sur mon cheval. Gwen est spécialiste de la gestion du cheval pieds nus, donc elle accompagne les propriétaires de chevaux sur la gestion de leurs chevaux pieds nus, notamment. Mais Gwen est aussi formée en biomécanique, en saddle fitting. C'est tout ? Non, c'est pas tout, mais on va peut-être pas faire le CV entier, ça a trop d'intérêt. Voilà, mais en tout cas, ça explique pourquoi on peut partir loin et sur des sujets divers et variés. Donc en gros, Gwen, moi ce que j'aime beaucoup dans sa pratique, c'est qu'elle a une vision globale du cheval et elle ne fait pas que regarder les pieds. On en parlera plus précisément, mais j'ai quand même découvert avec elle que le pied peut être une conséquence du fonctionnement du reste du corps et ça peut être aussi une cause d'un mauvais fonctionnement, par exemple, du reste du corps. Donc je pense que on en parlera au cours de cette interview. Mais pour commencer, Gwen, est-ce que tu veux bien nous dire comment tu en es arrivée à travailler avec les chevaux ? J'ai eu des chevaux. Ouais. Ça paraît idiot, mais j'ai eu des chevaux. J'ai eu l'idée saugrenue d'avoir comme premier cheval un cheval de trait. Et c'est formidable, les chevaux de trait, moi j'aime beaucoup. Sauf que faire venir un certain nombre de praticiens pour un cheval de trait, c'est compliqué. C'est lourd, c'est gros, c'est souvent pas excessivement bien éduqué. Et notamment pour la gestion des pieds, encore aujourd'hui et à l'époque déjà, les maréchaux, et je les comprends, étaient particulièrement réticents de venir en plein milieu d'un pré sans forcément avoir d'abri d'installation pour un cheval de trait. Donc il a bien fallu que j'assume ma décision et je me suis formée, j'ai commencé comme ça en fait à me former aux pieds nus, à la gestion globale et au boulot que c'est d'être un propriétaire. C'est vrai pour le coup. Et ouais, donc c'est intéressant. Donc tu as commencé avec ce cheval, tu as eu ce cheval de trait c'est-à-dire que maintenant tu as plusieurs chevaux. Oui.
Tu as tout commencé avec ce cheval-là. J'ai tout commencé avec ce cheval-là. Alors avant, j'ai bien évidemment été une cavalière de club, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai fait ce que j'appelle un burn-out équestre, et je pèse mes mots. Quand j'avais une quinzaine d'années, j'ai refusé du jour au lendemain de continuer la pratique de l'équitation telle qu'elle m'était proposée à l'époque, sans aller. Ça a été compliqué pour moi de comprendre ce qui m'était arrivé à ce moment-là. Je l'ai compris 10 ans plus tard. Mais ce qui était à l'époque vraiment quelque chose qui me motivait et qui me passionnait est devenu tout à coup particulièrement anxiogène et douloureux. Donc j'ai arrêté du jour au lendemain. Et il m'a fallu 10 ans pour reconstruire un début de relation apaisée avec les chevaux et le monde de l'équitation. Ok. Une fois que j'ai réussi à faire ça, en me rendant compte que c'était une partie de moi et que je ne pouvais plus continuer à la nier, je me suis renseignée sur ce qu'était un cheval et je me suis rendu compte que je n'avais rien appris. Et une fois que j'ai considéré que j'en savais assez pour ne pas mettre un cheval en danger à mes côtés, j'ai décidé d'avoir un cheval à moi. Ok. Et un cheval de trait qui plus est. Ok. Et pourquoi un cheval de trait? Je crois que ça me faisait moins peur qu'un cheval de selle classique. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé à faire l'équitation, on n'avait pas peur de la fourbure. Ça n'existait pas, on euthanasiait les chevaux au moindre signe de fourbure, ça n'existait pas. En revanche, on avait très peur des fractures. Et un cheval de trait, ça a de grosses attaches. Et dans l'esprit de la petite fille qui était à l'intérieur de moi, je m'étais dit que un cheval de trait, c'était plus solide. Alors que non, bien évidemment. Mais voilà, ça me donnait une impression de force. Et puis, ça a surtout été un hasard absolument complet. Je suis tombée sur cette annonce et je me suis dit, c'est lui. Je sais que ce cheval-là, je peux arriver à l'aider, en tout cas à être un allié dans les problèmes qu'il a. Ok, parce que du coup, c'était un cheval à problème dès le départ. Déjà un cheval à problème. C'était un cheval extrêmement dermiteux. Ok. Vraiment, beaucoup. Il avait ce qui à l'époque était diagnostiqué comme une DERE, donc une dermite estivale récidivante. Ok. Qui n'en était pas une, qui était une allergie beaucoup plus globale. Et ça lui provoquait des plaies, des lésions, des œdèmes et des troubles comportementaux qui étaient à la mesure d'un cheval de trait. Voilà, ça pousse les murs, ça vous démonte des murs en pierre de taille, ça abat des arbres, ça refait des buissons entiers pour le besoin de se gratter. C'est comme avoir la varicelle en permanence. Ok. Et donc oui, j'ai choisi d'adopter un cheval comme ça, comme premier cheval. Chouette. Oui, ou alors gros problème psychanalytique. Beau projet. Ouais, du coup, ça m'intéresse vachement. Du coup, tu savais que tu te lançais dans une galère, on va pas se mentir. Moi, je le voyais pas comme une galère. Ok. Je le voyais comme un moyen de réparer mes manquements en tant qu'humain dans ma pratique auprès des chevaux. Ok, donc C'était une réparation. D'accord. Donc tu disais, je vais prendre soin de celui-là, Ouais. un peu comme j'ai pas pu prendre soin des autres, quoi, entre guillemets. Oui, on va dire ça comme ça. Okay. Parce que dans la pratique en club, je parle de celle de mon époque, parce qu'aujourd'hui, je ne vais plus dans les clubs, je n'ai plus de contact avec les centres équestres en règle générale, à part quelques rares exceptions. Donc je ne sais pas du tout ce qui s'y passe. Mais à mon époque, les choses étaient violentes. Très violentes. Autant pour les humains que pour les chevaux. Ok. Mais les chevaux en sont les principales victimes parce que eux n'ont pas le droit à la parole. Et comme beaucoup de cavaliers de mon époque, enfants, adolescents, j'ai eu des comportements qui tiennent aujourd'hui de ce qu'on appelle de la violence. Ok. Parce que on utilisait des moyens de coercition qui étaient que moi aujourd'hui, en tout cas, j'estime violents. Ok. Et c'était un moyen pour moi
ce cheval, je l'ai pris avec ses problématiques de santé en me disant je ne le guérirai pas, c'est pas de mon ressort, je suis pas veto, je suis pas, mais en revanche, je peux l'accompagner du mieux que je peux dans son quotidien pour faire en sorte que cette affection qui lui bouffe la vie soit moins terrible. Ok. J'avais pas de grandes ambitions. Ouais, mais c'est pas envie j'avais pas du tout. Je savais que je le guérirais pas. Ouais. Et puis on guérit pas un individu. Enfin, moi je peux rien faire pour lui. Lui, il peut faire des choses pour lui-même, mais moi pas. Ok. Cool. Et donc, tu as pris ce cheval de trait. En gros, toi, tu as pris ce cheval pas pour faire de l'équitation, genre pas forcément pour monter dessus. Ouais, okay. Je l'ai monté. On a fait des balades. C'était un petit cheval de balade super sympa, mais c'est vrai que je l'ai pas pris par désir de faire de l'équitation. À l'époque, j'étais absolument pas réconciliée avec le travail équestre en lui-même. Ok. Du coup, tu l'as pris pour passer du temps parce que tu étais attirée par l'animal cheval, en fait. C'est ça. Ok. Je reconnectais effectivement avec ce qui avait été le début de mon aventure auprès des chevaux à 3-4 ans, juste passer du temps avec l'individu cheval. Ok. Cool. J'aime bien l'approche. Mais du coup, ça explique aussi le point de départ. Enfin, c'est hyper... moi qui connais un peu ton approche et ton appétit pour les connaissances en équine, je comprends vraiment le début parce que ton objectif premier, c'était de faire en sorte que lui aille du mieux possible, en fait. Et de mettre tous les moyens nécessaires pour qu'il se sente bien. Absolument. Ok. Et donc, pour te rapprocher de ses besoins. Oui. Ce qui voulait dire apprendre quels étaient ses besoins. Ouais. Et une fois que je les connaissais en théorie, savoir les identifier dans la réalité. Ouais. Ok. Et puis, évidemment, quand on connaît ton appétit aujourd'hui, on se dit que... Enfin, et puis, moi, je suis un peu pareil. Quand t'as compris un truc, tu vas aller chercher plus loin, quoi. Bien sûr. Donc, une chose en entraînant une autre. Absolument. T'as ouvert une boîte, puis une autre, puis encore Exactement. une autre, ainsi de suite. Je suis rentrée dans un système. Ok. Cool. Et donc, par contre, c'est assez marrant parce que le cœur de ton activité aujourd'hui, c'est l'accompagnement à la gestion du pied nu. Et du coup, pourquoi le pied plus que accompagner les chevaux en je sais pas quelle autre méthode, le shiatsu Ça, en revanche, je ne saurais pas l'expliquer. Ok. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, tout à coup, j'ai eu cette appétence vers ce domaine-là en particulier. Au début, j'ai dû me débrouiller, il y a 15 ans, j'ai dû me débrouiller pour pallier le manque de professionnels auprès de mon cheval. Ouais. Mais ensuite, pourquoi est-ce que c'est resté ? Je pense que c'est parce que, comme tu le disais juste avant, ça m'a ouvert un domaine de connaissances qui était vaste, que je ne connaissais pas et dans lequel j'ai simplement voulu m'engouffrer pour en savoir plus. Ok. Cool. Et bah du coup, je vais enchaîner là-dessus parce que moi j'ai découvert. Donc nous on s'est connus quand j'ai décidé de mettre mon cheval pieds nus. Il était ferré avant. J'ai voulu le passer pieds nus pour essayer en me disant je vais faire 1 an de pieds nus et puis on verra. Et je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Dans quoi tu avais mis le pied ? Dans quoi j'avais mis le pied. Effectivement, mais en fait c'est assez fou parce que j'ai découvert avec toi qu'en fait le pied avait une fonction. Ah oui ? C'est fou. Hein. Et je me suis mise à regarder les pieds de mon cheval grâce au fait que je l'ai passé pieds nus. Je sais pas si c'est français ma phrase, mais peu importe. Parce qu'en fait, avant, pour moi, le pied, c'était le job du maréchal. Et je partais du principe que s'il voyait le maréchal toutes les 6 à 8 semaines, le maréchal allait gérer tout ce qu'il y avait à gérer sur le pied et qu'en gros, moi, le reste du temps, à part mettre ma petite graisse pour que ça brille, j'avais trop rien à faire de plus sur le pied. En fait, on a souvent tendance à déconnecter le pied du reste du corps. Ouais. Mais que ce soit chez les humains ou chez les chevaux.
fait un peu la même chose. Ouais. Nous, quand on gère notre corps au quotidien, on déconnecte souvent. Pourtant, les pieds, c'est pratique C'est vrai, ouais. et c'est peut être facilement douloureux, Ouais. mais on va finalement assez peu en tenir compte dans notre gestion globale de nous-mêmes. Et on fait la même chose chez les chevaux. Donc, on s'arrête au boulet. Ouais, Et le reste est du domaine du spécialiste. c'est vrai. Mais si on part de ce point de vue-là, à ce moment-là, tout le cheval est du domaine du ou des spécialistes. Alors, Ouais. pourquoi est-ce qu'on s'arrête au boulet? Ça, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai. Et en fait, moi, il y a une réflexion que tu as faite, dont je me souviens, c'était fou. C'est que au moment où j'ai passé mon cheval pieds nus, moi, j'ai changé plein de trucs. J'étais vraiment dans une remise en question de mon équitation, de mon travail au cheval, de mon rapport au cheval. Et entre le déferrage, et enfin, en gros, entre la première et la deuxième fois que tu as vu mon cheval, j'ai changé ma façon de travailler. Tu ne le savais pas. Et pour autant, la première fois, enfin la deuxième fois, du coup, quand tu m'as vu m'approcher de la dalle où on allait le parer, tu m'as dit, t'as changé un truc dans ta façon de bosser. Non. Et là, je suis restée scotchée. Je t'ai regardé, je t'ai dit, mais comment tu le sais? Et tu m'as répondu, il pose plus ses pieds pareil. Un truc dans le genre. Et là, je me suis dit, ok. Donc là, je me suis rendu compte que j'avais mis le pied dans quelque chose de beaucoup plus vaste que simplement la gestion du parage du pied de mon cheval, en fait. Le cheval, il repose sur 4 pieds. Forcément, si on change ce qu'il y a au-dessus, la construction musculaire ou les tensions viscérales ou l'état psychologique du cheval, on va forcément impacter durablement ou ponctuellement la façon dont il pose ses pieds. Ouais. Donc ça veut dire que, enfin moi j'en fais l'expérience, hein, mais du coup ça veut dire que, en gros, si je schématise, mon cheval a mal au ventre. Donc, comme nous quand on a mal au ventre, il va rentrer son ventre un peu plus que d'habitude. Donc, Ou le sortir au contraire. Ou le sortir au contraire. Et donc, rapprocher ses membres de son ventre ou le contraire. Il va rentrer dans des postures de compensation, Ouais. de soulagement. Tout comme quand on a mal au ventre, on va peut-être avoir tendance à rentrer les épaules et se plier un petit peu vers l'avant. Ouais. Et alors, donc, nous, on est bipèdes, donc on va le faire comme ça. Eux sont quadrupèdes, donc ils vont avoir d'autres formes. Ça va prendre d'autres formes d'autres physiologies. Enfin, ça va s'exprimer différemment, mais on aura l'expression de posture antalgique. Ok. Et du coup, qui peut aller jusqu'à impacter la forme du pied. Ah, si ça s'inscrit durablement, oui, bien évidemment. Ok. Pourquoi? Enfin, est-ce que... Non, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est de dire, du coup, effectivement, si on a un impact en haut, on va avoir un impact en bas. Moi, j'aime bien schématiser. Moi, j'aime bien faire des métaphores. Donc c'est bien, on va s'en sortir. Mais du coup, en fait, je crois que c'est assez... Ma question, elle est que aujourd'hui, moi qui ai eu l'expérience du pied ferré et l'expérience du pied nus, j'ai l'impression que la posture de mon cheval a plus d'impact sur son pied depuis qu'il est paré et pas ferré. Mais je suis pas sûre d'être dans le vrai. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est parce que je regarde plus le pied de mon cheval aujourd'hui ou si c'est parce que le fait de mettre un fer stabilise, tu vois, la morphologie du pied ou quelque chose comme ça. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que on ne voit que ce qu'on connaît. Donc, à partir du moment où tu t'es intéressé à un sujet, Ouais. le pied en l'occurrence, ce qui se passe en dessous du boulet, entre le boulet et le sol, tu as commencé à éduquer ton cerveau et ton œil à repérer des choses qu'ils voyaient avant, mais sans les traiter.
Ouais, ok. Là, maintenant, tu peux les raccrocher à des connaissances, te dire, ah, je vois ça, donc peut-être qu'il faut que j'aille chercher là. Ouais. Ou en tout cas, ça m'interpelle, je veux essayer de comprendre. Ouais. Avant, tu l'as dit toi-même, c'était du domaine du spécialiste. Donc, tu déléguais entièrement ce que tu avais pu entrevoir au spécialiste. Là, tu t'es mis à te poser des questions. Ouais. La deuxième chose, c'est que quand on parle du fer métallique, Ouais. c'est répétitif, mais de l'orthèse métallique, ouais. On a forcément une différence de résistance entre l'orthèse et la boîte cornée. Donc, on va limiter un certain nombre de déformations physiologiques ouais. lorsqu'on va mettre une orthèse. Ouais. A fortiori, quand l'orthèse a une résistance qui est très opposée ou très différente de celle de la structure autour de laquelle on va la mettre. Ouais, ok. Donc, si tu enlèves ce moyen de contention, tu vas forcément avoir plus de changements visibles en fonction de ce qui se passera au-dessus. Ouais. Ok. Tu auras plus les changements seront plus facilement visibles. Ouais. Mais du coup, en fait, ouais. Je me fais dans ma tête, il y a une image, c'est marrant, il y a une image qui me vient qui est, tu sais, les grosses chaussures orthopédiques de l'époque de nos grands-parents peut-être. Je vois des grosses chaussures hyper rigides, presque en bois. Ouais. Pour le coup, ça, je me dis que le pied là-dedans, effectivement, n'a pas le droit de bouger autrement que ce que la chaussure décide, quoi. Exactement. Et du coup, ma question, c'est de me dire, enfin, ma réflexion, c'est de me dire que si j'ai un problème en haut, de toute façon, mon cheval va avoir besoin de compenser. Oui. Donc, si le pied ne permet pas la compensation va se faire ailleurs. Alors, la compensation va se faire ailleurs. Et si dans la chaîne de compensation, c'est le pied qui aurait dû compenser, il y a de fortes chances que on ait plutôt une dégradation plus rapide au niveau du pied et une compensation ailleurs. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, ça va péter. Ok. Que tu contiennes ou pas, en fait. Voilà, parce que ça aurait dû arriver dans la chaîne logique de compensation pour ce système-là, chez cet individu-là. Si tu empêches la compensation à cet endroit-là, ouais. Elle va avoir lieu ailleurs, mais cet endroit-là va finir par subir des contraintes que les compensations à côté ne pourront pas évacuer. Ouais, d'accord. Et ces contraintes-là vont devenir tellement fortes qu'on va aller jusqu'à un événement pathogène problématique. Ok. Mais du coup, c'est génial parce que ça veut dire que peu importe, en gros, la forme du pied, si on veut régler les problèmes de forme, enfin les problèmes de déformation de notre pied, le vrai truc, c'est d'aller chercher la cause. Le vrai truc, à mon sens, c'est d'avoir un travail global, donc forcément un travail pluridisciplinaire et un travail d'équipe. Ouais. Parce que la cause, on n'est pas sûr de l'identifier un jour. La cause primaire, vraiment l'origine, on n'est pas sûr de mettre le doigt dessus un jour. Ok. On pourra, moi j'aime bien les métaphores, je l'ai dit. On pourra peler l'oignon couche par couche. Rien ne dit qu'on trouvera le cœur un jour. Okay. En revanche, en ayant un travail global avec un ensemble de praticiens qui vont être complémentaires dans leur pratique et qui vont communiquer ensemble, ouais. Dans lesquels les échanges vont se faire aussi avec
le propriétaire ou le gardien ou le cavalier, celui qui est le plus en contact ou celui qui est décisionnaire pour le cheval, Ouais. on va obtenir un cercle vertueux. Parce qu'on va mettre au centre de la réflexion, non pas une pathologie ou un symptôme, mais un système dans sa globalité. Ok. Ouais. C'est super intéressant. Donc ça veut dire que, par contre, moi, ce que je vois aujourd'hui, enfin, c'est comme ça que je le vois, mais c'est un nouveau paradigme pour moi. C'est pour le coup, moi, je vois les pieds de mon cheval aujourd'hui quand je les regarde au quotidien comme pouvant être des points d'alerte. C'est-à-dire que quand je vois un changement sur le pied de mon cheval, je me dis, tiens, il se passe un truc. Mais ça veut aussi dire que si tu le vois sur le pied de ton cheval, il est probablement installé depuis plus longtemps Ailleurs. Ouais, ok. Ok. Cool. Je sais pas du tout où va nous emmener cette conversation, mais j'adore parler de ça parce que pour le coup, et c'est ça qui me tenait à cœur aussi de partager avec cet épisode aujourd'hui. C'était vraiment, moi, il y a, du coup, je sais même plus combien de temps ça fait que mon cheval est pieds nus, peut-être 2 ans. Vraiment, j'ai découvert qu'effectivement, le pied a une fonction. Effectivement, regarder le pied peut être intéressant et il peut être un centre d'information sur ce qui se passe au-dessus. Et ça, c'est vraiment chouette. Et donc, en fait, qu'il soit pieds nus ou pas, en fait. Ah, bien sûr. Donc, ferré ou pas ferré, le pied a une fonction et un centre d'information. Quelle que soit la protection ou l'orthèse qu'on applique sur le pied, ça reste une grille de lecture pour un certain nombre de repères dans le fonctionnement global de l'individu. Ouais. Ok. Et donc, ce n'est pas uniquement, enfin pour la plupart des problématiques physiologiques, ce n'est pas uniquement en intervenant sur le pied qu'on va régler le problème du cheval, si ce n'est pas la cause. C'est rarement, en fait. Ouais. Si on veut parler de statistiques, en vrai, le professionnel du pied peut rarement tout à lui tout seul. Ouais. Mais ce qui est le cas avec toutes les professions. Effectivement. Ok. Cool. Du coup, là, ça ouvre le champ des possibles de se dire, enfin, moi, c'est ça que j'aime bien dans ce qu'on vient de dire, c'est que du coup, on ouvre le champ des possibles j'ai un problème de pied, je ne vois pas qu'avec mon maréchal ou mon pareur. L'idée, c'est de réfléchir au fait que ce problème de pied peut être une conséquence d'autre chose et donc élargir sa réflexion à peut-être que ça vient d'ailleurs et d'où ça vient. Et du coup, je m'entoure de professionnels qui vont m'aider, moi en tant que propriétaire, à appeler l'oignon. J'allais dire trouver la cause première, mais en fait, on ne la trouve pas forcément toujours. Mais en tout cas, appeler l'oignon pour essayer de se rapprocher au cœur du problème, quoi. Si c'est un problème. Si c'est un problème. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier que ce jeu, on est tout le temps en compensation de quelque chose ou de quelque part. Ouais. Et pour autant, on est fonctionnel. Ouais. Donc, il ne faut pas obligatoirement chercher la petite bête tout le temps. Il faut chercher la fonctionnalité. Dans le respect de la physiologie, dans le respect de la locomotion, dans le respect de l'inné locomoteur, etc., etc. Toujours en essayant de se rapprocher au plus juste de ce qu'est le cheval intrinsèquement, ou cet individu-là intrinsèquement. Mais, encore une fois, on ne pourra pas tout. Et il y a des compensations qui sont nécessaires. Et celles-ci, il ne faut pas les lever. On ne pourra que pallier le problème. Ouais, de fait, n'en est plus un. Ouais. Ok. Donc, c'est plus une histoire, effectivement, de chercher le pied fonctionnel que chercher le pied parfait, en fait. Bah oui. Parce que la perfection n'existe pas. C'est subjectif, la perfection. Ouais. Et parfois, on peut aussi se dire,
je prends un exemple qui me vient comme ça, mais une jument ovarienne au printemps va avoir sûrement des douleurs ovariennes, ça va avoir une répercussion sur ses pieds, et on va essayer de l'accompagner du mieux qu'on peut pour ses problèmes d'ovaires, mais on peut aussi accepter que on peut aussi juste se dire, bah voilà, ses pieds, ils vont se déformer un petit peu à cette saison-là, et puis on va retrouver le truc après. Que c'est un phénomène transitoire, ça, à mon sens, amène peu de risques. C'est une transition. Il y a des fois, on a mal au dos, on va avoir une posture un petit peu aberrante. Et puis, on ira voir l'ostéo, on fera une petite cure de ceci ou de cela, ça ira mieux. Et de nouveau, on reprendra une posture beaucoup plus cohérente avec ce qu'on est habituellement, avec la façon dont on fonctionne habituellement. Et naturellement, il y a des douleurs qui vont s'en aller et des usures de semelles qui vont s'en aller. Ouais. C'est pareil pour le cheval. Si, reprenons le cas de ta jument ovarienne, avant que ça modifie ses pieds, ça va d'abord modifier sa posture en statique. Est-ce que ça va modifier sa posture en dynamique? Parce que finalement, c'est ça qui va importer beaucoup pour le cheval. Le cheval, il passe sa journée à bouger. Je vais paraphraser Eric Ancelet, mais il marche pour manger, il mange pour marcher. C'est peu ou prou 16 à 18 heures de son quotidien. Ouais. Donc il ne fait que bouger. Donc finalement, sa posture en statique, ce n'est qu'une partie du problème, une partie des éléments à regarder. C'est plus intéressant de voir comment le cheval s'organise quand il bouge. Parce qu'il est fait pour ça. Tout son organisme, tout son système biologique est construit autour du mouvement. Sans mouvement, on n'a pas de digestion efficace, on n'a pas de circulation sanguine efficace, on n'a pas d'expression des comportements efficaces. Donc la statique, c'est une toute petite partie du problème. Donc ta jument ovarienne, elle va d'abord avoir une posture de compensation en statique. Peut-être qu'elle va rester plus statique, justement. Et effectivement, il faudra l'aider. D'abord parce que c'est douloureux. Et que, à partir du moment où on peut l'aider à vivre mieux cette partie-là, et là, pour le coup, je vais faire appel à cette très grosse communauté féminine qui est la communauté de l'équitation. On sait tous, je l'espère tous et toutes, que les douleurs ovariennes pourraient tuer des gens. C'est vrai. Il y a des juments qui ont tué des gens. Je veux dire, ça amène des comportements extrêmement violents, extrêmement brutaux, qui sont pas à prendre personnellement, c'est une expression de douleur. Donc de toute façon, il faut faire quelque chose pour ça. Avant même de se dire, le pied va se déformer, la performance ceci, on s'en fiche. On a un cheval qui est en douleur, on essaie de faire en sorte que son environnement lui permette de vivre au mieux l'expression de cette douleur, et si on peut, on l'aide d'une façon qui est acceptable pour lui. Pour elle, en l'occurrence. Ouais. Et si le pied vient à se déformer, ça veut dire qu'on a cet effet de compensation en chaîne qui est là depuis très longtemps, qui s'installe durablement. Ah, okay. Et à partir du moment où ça s'installe durablement, et cette durabilité en fonction de chaque cheval, elle n'a pas la même temporalité. C'est-à-dire qu'un pied chez un individu peut se déformer en 3 semaines, et chez un autre individu pour une même typologie de pathologie en plusieurs années, ou en plusieurs mois. Ok. Ça va dépendre encore une fois de l'individu qu'on a devant soi. Mais si on a une déformation qui va jusqu'au pied parce qu'on a un problème de douleur ovarienne, eh ben il faut aider le cheval. Ouais, ok. Et ça servira à rien de faire le parage ou le ferrage le plus parfait qui soit tant qu'on n'aura pas effectivement aidé la jument à se posturer de façon plus cohérente, plus fonctionnelle, mais surtout que sa posture soit plus une expression de douleur. Ouais. Ok. Intéressant.
Et du coup, je rebondis aussi sur le fait que tu dis effectivement que le cheval bouge, est fait pour bouger. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il bouge pour presque adapter. euh, on peut adapter notre façon de parer ou de ferrer à la façon dont il bouge. C'est-à-dire que ça peut avoir un impact sur la façon dont on va parer ou ferrer notre cheval. Si j'ai un cheval qui pose son poids du corps, par exemple, sur l'intérieur de tous ses membres, on va peut-être pas estimer que le pied fonctionnel est le même. Le travail sur le pied, il a pour but, à mon humble avis, que de remettre la chaussure À la taille, à la bonne taille. à la bonne taille, mais en équilibre autour du pied des structures internes. Ok, Point. voilà. Alors on va vous Pour laisser du là-dessus. podcast, c'était cool. Merci, je suis contente d'être venue. Ouais, d'accord, ok. Encore une fois, on n'est pas Dieu. Ouais. Nous, on intervient, ou en tout cas moi, quand j'accompagne des propriétaires, des cavaliers ou des gardiens, je vais regarder cette partie-là, mais en la remettant dans le reste du système. Ouais. C'est sûr que si la chaussure n'est pas équilibrée autour du pied, donc elle ne permet pas la congruence articulaire ou tout ce que tu veux, bah, on va commencer par ça. Qu'est-ce qui se passe si on remet la chaussure en équilibre autour du pied? Mais pourquoi s'est-elle déséquilibrée? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a usé la partie externe de la semelle? Ou pourquoi est-ce que on a un talon qui s'use pas pareil, etc., etc. Ça va juste être le point de départ d'une réflexion. Chez moi, elle va partir du bas du membre. Ouais. Chez quelqu'un d'autre, elle partira peut-être de l'équilibre crânien ou je ne sais pas. Ou de l'équilibre énergétique. Ou de l'équilibre énergétique. Chaque praticien, quel qu'il soit, va avoir son point d'entrée. Le vétérinaire va regarder l'anatomie, la physiologie. Le praticien en médecine traditionnelle chinoise va aller voir la physiologie, le système énergétique. Le maréchal va aller voir l'équilibre du pied. Le radiologue va aller voir les os, etc., etc. Chacun va avoir son point d'entrée. Et si on se met tous ensemble, on a un système, on a peut-être une chance de comprendre l'individu qu'on a devant soi. Qui ne parle pas notre langue. Ouais. Et à tous ces praticiens, je voulais faire le lien avec l'entraînement du cheval. En fait, moi, j'ai aussi... C'est aussi super cool parce que, du coup, ce jour-là, là, où tu m'as dit, t'as changé quelque chose dans ta... Tu t'en souviens sûrement pas, en plus. T'as changé... Est-ce que tu m'as dit, t'as changé là, quelque chose dans ta façon de travailler, non? Et je me suis dit, bah, en fait, effectivement, le préparateur sportif, le coach sportif du cheval, c'est son cavalier. Et donc, moi, on peut parler du cas de mon cheval. J'ai un cheval qui est parfait, mais à part ça, c'est le tien, bien évidemment. comme tous. Mais en soi, moi, mon cheval, il a un déséquilibre qu'on appelle le high-low, ou qui est exprimé par le high-low, c'est-à-dire qu'il a un pied qui pousse, j'aime bien cette image-là, plutôt en talon aiguille, et l'autre qui pousse plutôt en bas-bouche. Je le dis souvent comme ça. C'est très grossier, mais c'est très ça, grossier, oui. Mais... Donc ça, là, je parle des deux antérieurs, et ça se retrouve aussi un peu sur les postérieurs. Et en fait, le truc super intéressant, c'est que je me rends compte que, suivant le travail que je fais, ou pas, je peux avoir une influence, bon, pas que moi, hein, aussi le suivi avec plein d'autres praticiens, le parage, son suivi ostéo, les masseurs, l'environnement, effectivement. Ça peut avoir un impact sur justement ce déséquilibre-là. Et là, c'est assez drôle parce que, donc là, moi, mon cheval, ça fait
allez, en gros 6 mois, qui travaille beaucoup moins que ce qu'il travaillait avant. Je dis qu'il travaille pas, mais en réalité, pour d'autres, on pourrait considérer ça comme du travail. Disons que je fais des balades une fois de temps en temps. Et je me rends compte que son déséquilibre s'augmente. Et j'adore parce que je me dis, bah, du coup, avant, mon travail était quand même plutôt pertinent. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, bah, quand mon cheval arrête de travailler, son déséquilibre augmente. Donc, ça veut dire que mon travail a une influence plutôt positive sur l'équilibre global. Bah, ça va dans le sens d'une homogénéisation, oui. Ouais, c'est ça. Mm. Mais voilà, c'est juste une aparté que je fais sur mon cas. C'est le fait de remettre en fait la responsabilité, le pouvoir entre guillemets du propriétaire qui est là lui au quotidien sur tu vois l'équilibre global du cheval quoi. Le rôle du propriétaire, il est formidable, fondamental et terriblement usant. Faut pas se leurrer. Parce qu'à partir du moment où on a décidé de devenir le gardien d'un individu qui n'est pas de notre espèce, on est face à des problématiques qui sont parfois complètement aliens. Et on a cette grande responsabilité de se dire que on peut intervenir. Ouais. Pour le coup, paraphraser Spider-Man, mais grand pouvoir, grande responsabilité. Grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Forcément, si on ne fait rien, on ne changera rien. Ouais. Alors, soit on fait quelque chose directement sur l'individu, soit on fait quelque chose dans son environnement. On peut designer son environnement pour n'avoir pas à intervenir en direct sur l'individu. Ou on va intervenir directement sur l'individu, tout en modifiant aussi son environnement pour le faire correspondre le plus possible, non seulement à ses besoins fondamentaux, ceux qui sont liés à son espèce, mais aussi aux besoins de cet individu-là dans ses particularités à lui. Et la personne humaine qui est au contact de cet individu quasi quotidiennement et qui en a la responsabilité, c'est pas le gérant de l'écurie, hein, c'est le propriétaire ou le gardien, lui va avoir une responsabilité d'intervention, effectivement, dans les soins apportés, donc dans le travail juste, ouais. Dans le choix des professionnels qui vont intervenir, dans le choix des traitements qui vont être appliqués, parce qu'on nous impose jamais un traitement. On est consentant pour le laisser faire appliquer, mais on nous met pas le couteau sous la gorge en nous disant il faut faire ça. Ouais. Non. À un moment, on a dit oui. On n'a rien dit, mais on a le droit de choisir. Et on a une énorme responsabilité dans notre faire ou dans notre absence de faire. Ouais. Ça pèse très très lourd sur les épaules la plupart du temps. Ok. Comment on fait pour que ça pèse moins lourd? Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait une solution universelle. Ce serait trop facile si on pouvait appuyer sur un bouton et que ça marche pareil pour tout le monde. Je pense que chacun va trouver un moyen de rendre les choses plus acceptables pour lui-même. Quelle a été ta solution pour toi en tant que propriétaire, à ton avis? Moi, j'ai designé mon environnement pour me permettre d'être... et je continue à designer mon environnement pour me permettre d'être une meilleure propriétaire. Donc, j'apprends beaucoup. Ouais. J'expérimente autant que je peux. Pas assez à mon goût. J'organise ma fonction professionnelle autant que je peux pour être présente pour mes chevaux. Ouais.
Aujourd'hui, j'ai un travail, je suis travailleur indépendant. C'est pas pour rien. Ouais. Parce que j'ai été salariée en étant propriétaire de chevaux et ne pas pouvoir me rendre disponible ou en tout cas avoir ce regard assez peu compatissant sur la situation parce que j'appelle le matin en disant que oui, mon cheval est en colique et non, je ne viendrai pas travailler, tant pis pour la production du jour. Aujourd'hui, c'est possible pour moi. Je peux me rendre disponible quasi immédiatement pour mes chevaux. Ouais, et c'est important pour toi. Et c'est très important pour moi. Je peux leur offrir aussi un environnement qui, à mon sens, colle, un environnement domestique, mais qui colle à leurs besoins fondamentaux. Donc ça veut dire globalement de l'espace pour marcher, de l'air libre, des fibres à volonté et des contacts directs avec des congénères. Ok. Et de l'eau, bien évidemment. Ouais. C'est vrai qu'on n'en parle jamais de l'eau, alors que c'est... Ça va avec la nourriture, mais on n'en parle pas assez. C'est vrai. Moi, je voulais partager aussi mon expérience en tant que propriétaire sur justement la connaissance. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins dur pour moi d'être propriétaire depuis que j'ai l'impression d'avoir un œil averti sur mon cheval, en fait. Et dans toi, apprendre toujours plus, pour moi, il y a vraiment de ça. Il y a en fait, apprendre suffisamment, en tout cas, pour être capable de voir les changements, soit de comportement, soit de posture, soit d'état général de mon cheval. C'est hyper important, quoi. C'est un coach américain, un coach en développement perso américain qui disait alors, il est sûrement pas le seul, hein, mais il se trouve que je l'ai écouté chez lui, la connaissance amène la confiance. Ouais. C'est vrai. Voilà. À partir du moment où tu connais un problème, où tu le vois, où tu l'identifies et où tu as des moyens, même modestes, d'agir à la résolution de ce problème, même si c'est pas entièrement tes actions qui seront la solution finale, mais tu as ta pierre à mener, tu rentres dans un cercle vertueux de responsabilité parce que tu peux passer à l'action. Il n'y a rien de plus déprimant que l'attentisme. Que d'attendre que les choses changent. Et que d'être là les bras ballants devant une situation sur laquelle tu peux pas agir et que tu subis. Alors, bien évidemment, c'est ton cheval qui est malade ou c'est ton cheval qui a des soucis, mais psychologiquement, tu es le propriétaire et c'est toi qui subis aussi cette angoisse. Ouais. Lui, il subit la douleur et l'inconfort et bien évidemment toutes les émotions primaires qui vont avec, mais toi, tu subis l'angoisse. Donc la peur du futur. Ouais. Il n'y a rien de pire. Ouais. Mais quand tu as la connaissance, tu la subis. Enfin, ça dépend du problème. Exactement. Quand tu as la connaissance qui est liée à ce que tu vois, ça l'est moins. Mais c'est pour ça que les gens se jettent sur Doctissimo ou que les gens se jettent sur les blogs d'informations sur les maladies équines en règle générale. Pourquoi l'IFCE a développé ces petites pages donne-moi ta pathologie, je te dirais qui tu es entre guillemets, mais non, j'y pense parce que je relisais celle sur la myopathie atypique ce matin. Et c'est pas pour rien. Parce que les gens, quand ils voient quelque chose, ils ont besoin de se dire, si je prends le problème à bras le corps, j'ai peut-être une chance de pouvoir agir. En attendant le veto, en attendant celui qui ne sait pas réagir à une colique, les 2 heures, parfois 3, où il va attendre le veto, c'est horrible. Ouais. Celui qui sait pas faire un point de compression alors que y a une plaie qui pisse le sang devant lui, c'est pire que tout. Ouais. C'est vrai. Donc oui, effectivement, pour moi, ma solution a été l'apprentissage
Et, et j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens qui m'ont permis d'apprendre facilement, Ouais. en me livrant aussi des connaissances ou des débuts de chaînes de connaissances facilement aussi. Ouais. J'ai eu des piliers comme ça dans mon parcours avec les chevaux, j'ai eu des piliers. Des gens qui t'ont permis Ouais. d'acquérir des connaissances sur des sujets, quoi. Oui, et qui n'étaient pas obligés de me les partager. Ouais. Ok. Cool. Cool. Je réfléchis. J'aime beaucoup ce qu'on partage là depuis tout à l'heure. C'est vraiment chouette. C'est pas du tout ce que j'avais prévu. mais mais c'est aussi l'avantage de se dire on part sans filet. On fera un épisode 2. C'est ça. C'était ma question de me dire est-ce que on parle précisément des problématiques du pied nu, mais ça fait déjà 50 minutes qu'on discute, donc je pense qu'on pourra faire un épisode 2. Ce que j'aimerais, je voulais te remercier déjà pour tout ce qu'on partage aujourd'hui. Il y a plein de choses à picorer, je pense, dans ce qu'on a échangé aujourd'hui. Pour les propriétaires ou les gardiens de chevaux qui nous écoutent là. Je vais te poser les 2 dernières questions qui vont devenir des petits rituels dans ce podcast, je pense, que j'adore. Pas de panique. Ouais, Tout va tu as vu aussi. Voilà. Oh mon Dieu. Mais c'est que j'ai blanchi un petit peu en face de Morgane. Non, la première question, c'est qui aimerais-tu entendre dans ce podcast? C'est difficile comme question. Ouais. Si tu devais me donner le contact d'une personne, enfin ou le nom d'une personne que tu ne connaîtrais même pas, que t'aimerais m'entendre interagir avec cette personne-là pour le partager, à qui tu penses? Moi, je pense à une ostéopathe, mais pas que j'ai rencontrée pour mes chevaux il y a très longtemps. Et qui a une approche et une sensibilité juste incroyable. C'est Stécie Billy. Ok, cool. On verra si je peux la contacter et voir si elle est intéressée pour échanger avec moi. Cool, merci pour ça. Et autre question, pareil, qui va peut-être pas être tout à fait évidente, mais si tu pouvais me définir ce qu'est l'équitation pour toi en 2 mots, qu'est-ce que ce serait? Je déteste ce mot équitation en vrai. Ah ouais? Ouais. Ok. Je n'aime pas du tout ce mot. Alors parce qu'il appelle des choses quasiment traumatiques chez moi. Ok. Je vais substituer travail équestre. Et bah voilà, travail équestre. Tu voulais 2 mots, 1, 2. Très bien. Donc pour toi, l'équitation, c'est le travail équestre. Ok, super intéressant. Ok. Bon, ben cool. Je te remercie, Gwen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Eh bien, merci à toi. C'est très sympa. Ah bah cool. Et donc, merci à vous qui nous écoutez. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Au revoir, Gwen. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cette conversation. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi en enregistrant cet épisode. On a couvert pas mal de sujets. On a vraiment balayé assez large. Mais il y a 2 choses que moi j'ai retenues de cette conversation. C'est 1, que le pied, c'est un sujet en lui-même et que le job du podologue est hyper important, podologue ou maréchal ferrant, hein, est hyper important et qu'il consiste à remettre la chaussure en équilibre autour des structures internes. Je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve qu'on n'a pas toujours, enfin moi en tout cas, j'ai pas toujours eu cette vision-là. Et la deuxième chose que j'ai envie de retenir de cet épisode et de cette conversation, c'est la citation en fin d'épisode qui dit la connaissance amène la confiance. J'adore, je trouve que c'est
hyper pertinent pour moi en tout cas. Et c'est effectivement comme ça que j'ai trouvé la confiance dans la gestion au quotidien de mon cheval et la gestion du bien-être de mon cheval au quotidien. J'espère donc que cette conversation t'a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!